d'allégorie. Le mythe de la caverne et son actualité. J'insiste sur son actualité parce que moi, en tout cas en ce qui me concerne, j'ai un peu plus travaillé sur l'actualité du mythe de la caverne. Et toi, je pense peut-être avoir compris que tu as plus travaillé sur le fondement du mythe de la caverne et l'origine de ce mythe et de cette allégorie. En tout cas, ce que je te propose, c'est que je vois que tu as déjà prévu un peu de matériel, de commencer la présentation de ce sujet. Ensuite, je vous ferai une courte synthèse un petit peu de ce que j'ai préparé sur le thème, et puis on lance vite le débat, en espérant que d'ici là, on aura nos petits cafés et tout le reste. Hein, ou c'est peut-être un mythe. Donc voilà, Harvey, je te passe la parole. Ok. Bon, j'allais commencer par passer une petite audio. Donc, c'est un Autrichien qui lit le début du Symposium de Platon, et c'était simplement si on n'a jamais écouté le grec. Lui, il est un expert dans la musique grecque et ancienne, et puis dans la prononciation du grec ancien. Et c'est un sujet très difficile que je ne connais pas trop moi-même. J'espère que... Come per rivolgere il canestro un canonetto su una e per tutto non proie le sasti o eccotremanion palierotine. Domung nori monti sopistri capitone, parotene calese, dai paison hamagai chiesei, o palereus e pe, ultus abollodoros ulper in me, iagoetis pas per in me, Laios, abolladore e te, dai men, gaimancos e vetum, unomenos diopitristai, denagatronos sinus dai Socratus, dai Alcibiades, dai Don Ailon, Don, totientus in regnoi paradomenon, Veridon eroticon dobon filus esa, allos cartismoi diegeto, agecoos pronicos du Philippus. C'était simplement pour donner une idée de comment ça se... Oui. Moi, je n'ai pas le même accent, je n'ai pas la même éducation. Là, bon, il essaie de mettre un accent de tonalité, un peu comme dans le chinois. Et bon, d'après les savants, c'est plus correct. Et c'était pour ça que j'ai fait passer ça. Donc ça nous met dans l'ambiance de Platon, hein, dans l'ambiance Oui. locale. Voilà. Bon, moi, je vais lire simplement les deux premières lignes de notre passage. Metatauta de epan, apegasan toiuto pate te meteran fusen, paideas te peri kai apaidusia. Bon, c'est à peu près, je sais pas, L'important c'est le fond. Hein. oui. Bon. Vous avez peut-être entendu dire que d'après Whitehead par exemple, toute l'histoire de la philosophie est une note à la base de page à Platon. Donc Platon a presque tout dit et nous le répétons. Bon, Platon a été influencé par deux
grands philosophes prédécesseurs, donc Héraclite et Parménide. Et donc Héraclite est important parce que globalement il a dit que tout est en mouvement et qu'on peut rien vraiment savoir justement parce que tout est en mouvement. On peut jamais mettre son pied dans la même rivière. Ça, c'est son fragment le plus connu. Parménide, c'est un peu le contraire, mais pas tout à fait. C'est compliqué, mais globalement, Parménide a rassemblé toute la réalité en une unité. Donc, avant Platon, il y avait déjà un conflit entre ces deux possibilités. Le monde de devenir, où tout est d'apparence, où tout est en mouvement, d'après Héraclite, et puis l'idée d'une unité totale qui est globale, et dans cette unité, le mouvement du monde que nous apercevons, ce n'est pas qu'une apparence, mais nous avons la possibilité de voir ou d'ascendre à cette unité. Ok. Et donc, pour moi, tout le corpus de Platon est un peu une synthèse de ces deux prédécesseurs. Donc, le problème, globalement, c'est que le monde d'apparence n'est pas stable. Pour le projet platonicien, globalement, c'est d'avoir une base solide pour la connaissance, pour l'éthique, comment on doit mener sa vie correctement, avec justice ou avec vertu, et puis comment se gouverner bien. Et donc, ça c'est le problème de la République. Et encore une fois, l'enseignement globalement qu'on retire de la République, c'est que pour que les hommes se gouvernent correctement et bien, il faut un savoir absolu. Ce savoir appartient seulement aux philosophes. Il faut contraindre les philosophes qui n'ont pas le désir ni le temps de gouverner les autres. Il faut les contraindre à nous gouverner. Bon. Une chose assez particulière chez Platon par rapport à autres philosophes, c'est qu'il, pour la plupart, a écrit des dialogues, donc des conversations.
et à la fin des drames. Et bon, dans l'histoire récente de la philosophie et de l'interprétation de Platon, on a très souvent et trop souvent oublié le fait qu'il nous a donné des drames, des dialogues. Et par contre, l'importance de ça, c'est que Platon ne dit rien dans sa propre voix. Presque absolument rien. Et donc, ce sont des personnages de Platon qui nous parlent. Assez souvent, ces personnages sont des personnages historiques, des personnes que Platon lui-même a connues. Ici, dans la République, il y a les deux frères de Platon, Lacon et Arimane. Et les autres personnages aussi sont des personnages historiques. Mais il y a eu une grande tendance à essayer, et c'est très logique, de donner les pensées, les doctrines de Platon. Mais le fait que c'est un peu comme on nous demande de donner les pensées de Shakespeare. Quelles sont les doctrines de Shakespeare? Et donc, tout ce que je veux dire, on a les mêmes problèmes littéraires chez Platon que chez Shakespeare. Et donc, il faut toujours parler, il a dit ça dans ce dialogue, dans ce contexte, Socrate dit ça. Puis, dans un autre contexte, il y a un autre personnage principal, l'étranger d'Éliade, par exemple. Et là, il faut faire une comparaison qui rend l'essai de dire très simplement c'est ça que Platon a pensé, c'est très difficile pour moi. Et j'allais dire, voici la thèse que j'ai publiée il y a 30 ans. Et, ça, rien à voir, ce n'est pas la République que j'ai étudiée, c'est la politique. C'est très différent, et en fait, le problème, j'ai fait des études après en philosophie ancienne, et puis j'ai jamais gagné ma vie comme professeur. J'ai fait l'immobilier et l'intérêt de tout ça, c'est que maintenant j'ai oublié beaucoup de grec parce que j'ai perdu l'habitude de lire le grec. Mais heureusement, je n'ai pas tout oublié. Je crois qu'après cette petite présentation historique de Platon et un peu de son environnement, je crois qu'Arnaud va nous parler un petit peu de l'allégorie de la caverne en elle-même, puisque c'est ce qui nous motive un petit peu notre débat d'aujourd'hui. Donc, il vous a fait circuler un petit schéma sur ce mythe ou cette allégorie de la caverne. Quelle est ton interprétation, toi, en tout cas, en quelques minutes, pour que tout le monde puisse s'exprimer aussi derrière.
en quelques minutes, quelle est ton interprétation, toi, de cette allégorie de la caverne? Allégorie mythe, ce sera réglé. On va régler la question tout de suite. Il y a eu des débats pour appeler ça une allégorie ou un mythe. Normalement, il est plus correct de l'appeler l'allégorie, puisque un mythe, normalement, est quelque chose qui est de l'ordre du fondateur. Jean, tu m'arrêtes si je me trompe. Ceci dit, on pourrait quand même l'appeler un mythe dans le sens où cette allégorie de la caverne et ce travail de Platon a été quand même fondateur, ce texte a été fondateur d'une grande partie de la philosophie occidentale. Mais voilà, alors mythe de la caverne ou allégorie de la caverne, une allégorie étant, on pourrait schématiser par une représentation concrète d'une idée abstraite. Hein. Donc les deux sont, me paraît-il, corrects. Alors Harvey, quelle est ton analyse en 3-4 minutes hein, je sais c'est une performance, mais tu m'avais dit un quart d'heure, donc voilà. Ton interprétation et ton analyse de l'allégorie de la caverne en quelques minutes, merci. En 4 minutes, bon, c'est très difficile. Donc comment faire bon. Petite question. Est-ce que... Non, le texte du mythe, parce que je ne le connais pas, moi je ne l'ai pas lu. Le texte du mythe en lui-même n'est pas très long, il fait 3 pages. Merci. Tu me le donnes Bon. J'avais demandé qu'on fasse des devoirs, c'est-à-dire d'imprimer cette traduction qui est sur Internet. Et bon, on a envoyé des mails. Mais bon, j'ai fait quelques copies. Victoire, j'en prends une parce que quand on peut parler de la même chose. 138 pages là-bas. Oui, 58 pages, c'est pour ça que j'ai pas imprimé là, parce que... Bon, il y a énormément de traductions différentes, c'est vraiment, ça pue nu les traductions de Platon et de l'allégorie de la caverne. Ce que Harvey nous a proposé, c'est qu'on travaille à peu près, qu'on puisse réfléchir sur la même traduction, parce que c'est vrai que les variantes entre une traduction et une autre sont assez impressionnantes et spectaculaires par moment. Donc voilà une des possibilités. On t'écoute, Harvey. Bon, première chose à remarquer, c'est simplement, si vous ne le connaissez pas, il y a ce site créé par une personne que je n'avais pas connue avant de préparer cette petite présentation, qui s'appelle Bernard Suzanne. Et si vous faites une recherche sur Suzanne, S-U-Z-A-N-N-E, Platon, vous allez trouver son site qui est assez impressionnant. Il y a beaucoup de matériel là, et c'est un bon côté de l'Internet. Mais ce qui est intéressant en particulier chez lui, pour moi, c'est qu'il est un amateur. Donc, apparemment, il est politique technicien. Apparemment, il a étudié le grec dans sa jeunesse. Après, il était informaticien chez IBM depuis presque... pendant 20 ans, 25 ans, quelque chose comme ça. Mais dans sa retraite, il a repris l'étude de Platon. Et il se consacre à ça avec une assiduité impressionnante. Et l'avantage là, c'est un peu difficile peut-être pour ceux qui ne lisent pas le grec, mais il a beaucoup de notes pour vérifier ou tenter de vérifier ces traductions. Et c'est très utile. Ok. Mais par contre, j'allais faire une seule remarque tout au début pour
peut-être corriger la traduction de l'introduction du mythe, parce que la première phrase qui introduit l'allégorie est très importante. Et donc, j'allais mettre votre attention sur les mots. Représente-toi d'après une épreuve telle que celle-ci. C'est la traduction de Suzanne, l'introduction, et pour moi, c'est plutôt représente-toi d'après une expérience telle que celle-ci. Épreuve et expérience, ce sont des mots assez proches en fait. Mais je préfère expérience pour l'utopathé parce que dans ce cas-là, je vais lire ce que j'ai écrit. Une expérience, c'est faire éprouver, donc faire une épreuve d'après Littré. Les deux traductions, donc épreuve et expérience, sont proches. Une expérience peut également être quelque chose de passif, quelque chose qui devrait également être communiqué par la traduction. Un pathos, dans le langage de la philosophie moderne, c'est une affection. Quelque chose imposé sur un corps par le monde externe. Mais la seconde définition du mot expérience dans le Petit Robert, et qu'on ne trouve pas dans les traits, est un événement vécu par une personne susceptible de lui apporter un enseignement. Et donc, c'est sûr, c'est ce sens deuxième qui m'intéresse. Et pour moi, l'introduction, c'est un peu comment Socrate nous dit, en anglais, on dit très souvent en philosophie contemporaine, thought experiment. C'est une expérience de pensée. Donc, expérience dans son sens d'origine. Et pour moi, c'est ça que Socrate veut dire ici. L'allégorie, c'est une expérience de pensée. Ok. Tout ça, c'est... Donc on va regarder peut-être les dessins de la situation des hommes dans la caverne. Donc en haut, c'est un dessin que j'ai trouvé plusieurs fois et en plusieurs endroits sur Internet. Je ne sais pas à qui ça appartient. D'origine, qui a fait le dessin. En bas, c'est le dessin de Monsieur Suzanne. Les deux dessins représentent à peu près la même chose, mais pas tout à fait. Globalement, bon, je peux dire, je suis d'accord avec le dessin en haut, un peu moins avec le dessin de Monsieur Suzanne. Et pourquoi? Parce que Suzanne veut préciser où se trouve l'entrée et la sortie de la caverne. Et c'est l'axe central qui mène directement au soleil. Il le représente comme ça.
Mais pour moi, l'évidence pour ça n'est pas très convaincante. Il met beaucoup d'accent sur une seule préposition, préfixe, kata, dans un contexte. Je ne suis pas convaincu, quoi. Ce qui est clair dans le texte, c'est que nous, les hommes, nous nous trouvons emprisonnés dans des chaînes sans avoir la possibilité de bouger ni avant, ni à côté, ni derrière. Les coups sont fixes en regardant le paroi de la caverne. Et derrière nous, il y a un petit chemin un peu élevé par rapport à nous. Puis un paroi sur ce chemin, un petit paroi. Derrière ce paroi, il y a des hommes qui se baladent un peu et qui nous montrent, des trucs, des statues. Derrière eux, il y a le feu pur en grec, qui donne la lumière, évidemment. Et ce que nous, les hommes prisonniers, voient sont des images, parce que pour Socrate, les trucs, tous ces statues et autre chose fabriquée par l'homme, parce que il y a des choses en pierre et en bois, des choses fabriquées de matériaux naturels. C'est un peu... On a souvent parlé d'une pièce de poupée, comme en Indonésie. Les marionnettes, un peu, mais qui sont montrées dans l'obscurité, avec les ombres, et on voit que les ombres parfois. Et on peut se demander, et moi j'ai fait un peu de recherche sur ça, c'est possible que en Inde, à l'époque de Platon, cette espèce de théâtre existait. En tout cas, j'ai l'impression qu'il y aurait dû être une source historique pour cette idée d'un théâtre par ombre. Ce qu'on appelle le Wayan Kulit. Mais l'idée principale, c'est que nous, premièrement, nous, les hommes, sont des prisonniers en chaîne, nous sommes des esclaves qui ne voient que les images des images, même pas les images des originales, mais des images des images. Il faut se demander qui sont les gens qui font ce théâtre et qui sont derrière le paroi. Et Et
j'allais faire référence à, ça, c'est un traducteur américain qui a fait un petit commentaire à la fin, il s'appelle Alan Bloom, mais ça s'est traduit maintenant en français. Simplement, pas la traduction. On ne traduit pas la traduction en anglais, mais par contre, on a traduit le commentaire. Et donc, pour Bloom, qui appartient à peu près à la même école d'interprétation que moi, bon, les gens qui font ce théâtre sont les hommes politiques, les sophistes, les rhétoriciens, les sophistes, ce que Platon appelle les sophistes. Donc, tous les gens qui prétendent un peu à la philosophie, mais qui sont des faux semblants. Donc, ce monde de la caverne est semblable avant la présentation de la caverne. Il y a eu la présentation de la ligne divisée. Et là, le niveau le plus bas de la connaissance ou du savoir, c'est ce qu'on l'opinion, globalement. Dans la caverne, nous sommes prisonniers de l'opinion. Nous sommes prisonniers de l'opinion nous donnée par exemple, notre communauté, la cité, par la religion. Et là, on se rejoint à l'interprétation, peut-être. Claude va nous en parler de le renommé monsieur Badiou, qui vient de publier ce livre que je viens d'acheter. Je ne sais pas si je vais jamais le lire. Ça me paraît franchement un peu pervers comme livre. Mais les Américains peuvent trouver les Français pervers. Non, mais je vais vous dire exactement pourquoi. Ok. Parce que, Badiou a un passé maoïste. Et j'ai l'impression, en lisant un tout petit peu cette traduction, à la fin, il essaie de renverser l'enseignement, un des renseignements principaux de Platon, qui est que s'il y a des philosophes, de vrais philosophes parmi nous, ils sont très peu nombreux. C'est très rare. Mais par contre, je vais vous lire un passage de monsieur Badiou. Glauque parle, mais alors, question Glauque, soucieux, il n'y aura personne pour animer notre 5e politique, donc la meilleure politique, parce qu'il y a eu 4 qui ont été rejetés. Réponse de Socrate. Cela dépend de notre travail. Quand je dis nous, je veux dire les pionniers de l'idée communiste. Nous devons créer les conditions, puisque nous savons que la pensée de n'importe qui peut valoir celle de n'importe qui. Pour que les larges masses se tournent vers ce savoir que nous avons déclaré fondamental, celle qu'oriente la vision du vrai.
que tout le monde, de gré ou de force, sorte de la caverne. Que la nappe vers la cime ensoleillée soit celle de tous. Et si une aristocratie minoritaire parvient seule au sommet et jouer de l'idée du vrai, nous ne permettrons pas ce qu'on lui a presque toujours permis. Donc c'est le rêve tout à fait communiste de Marx dans l'idéologie allemande, que tout le monde va être philosophe dans l'après-midi, pêcheur le matin, philosophe, peut-être c'est philosophe le soir. Je ne m'en souviens plus, mais c'est un texte qu'on cite assez souvent de Marx. Bon, je n'ai pas lu le livre, mais j'ai regardé plusieurs émissions télévisées avec M. Badiou, pas mal de critiques dans des journaux et tout ça. Bon, de toute façon, c'est intéressant et c'est certain que ça démontre. Il faut, mais je n'arrive pas à comprendre son projet là. Ce que tu veux dire, c'est qu'il n'est pas honnête dans le fait que Platon propose un modèle comme meilleur une aristocratie, c'est ça? Ça, c'est le bon modèle, que la cité soit dirigée par des justes qui ont le savoir et qui ont accédé au monde des idées et qui ont travaillé pour être des personnes justes, bonnes et éveillées, alors que lui, en fait, essaie de placer le communisme comme étant le modèle le meilleur. Non, c'est ça que tu ne t'aimes pas, en fait, oui. Voilà. Non, la seule question, c'est pour moi, c'est est-ce qu'il est possible que tout le monde devienne philosophe, d'après Platon? Et c'est très clair que ce n'est pas possible. Que les philosophes, les esprits philosophiques sont très rares. Et il y a très peu de choses qu'on peut dire certainement, comme j'ai dit dans mon intro, sur Platon. Mais l'un de ses enseignements les plus clairs pour moi, c'est qu'il y a très peu de philosophes. Mais je ne sais pas si Badiou veut être clair sur le point qu'il renverse ou qu'il essaie de renverser cet enseignement très important de Platon. Donc c'est un peu le rêve de la modernité en principe, et même du café philo, je dirais, de la démocratie en général, que tout le monde a le potentiel de devenir philosophe. Mais pour devenir philosophe, il faut beaucoup d'années dans la République, d'études. Il faut étudier les mathématiques, il faut devenir expert dans les mathématiques avant même d'avoir accès aux soi-disant idées et l'idée de bon. Excuse-moi, je me permets d'intervenir à ce moment-là, d'abord parce qu'apparemment on peut fonctionner comme ça, on peut laisser intervenir des gens de temps en temps, mais on n'a pas attendu Badiou pour accuser Platon de faire de l'élitisme aristocratique. Beaucoup d'examens et d'études de Platon ont conclu à une forme d'élitisme aristocratique de Platon. Il n'empêche que le fait que Badiou, je vais le défendre un petit peu si tu permets, puisque c'était un des livres que je recommandais dans ma bibliographie, que si Badiou a envie lui aussi de donner son interprétation, comme il y en a eu des milliers d'interprétations de l'allégorie de la caverne, pourquoi pas celle-là, en laissant entendre et en laissant espérer que chacun peut à son niveau devenir un peu philosophe, je pense que ça va quand même dans le sens de notre café philo, qui est que la philosophie n'est pas réservée à une élite et qu'elle est ouverte à tous les citoyens, toutes les citoyennes. Et qu'à notre modeste niveau, on peut avoir une démarche
philosophique, même si, comme le dit Platon dans son allégorie, le chemin pour sortir de la caverne est rocailleux. Il le précise presque dans toutes les traductions. On reconnaît que le chemin est assez raide et rocailleux. Donc ça veut dire que c'est pas facile, mais que c'est possible, qu'on peut tous, à notre niveau, avoir notre réflexion, notre chose, mais pas